Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. C'est une initiative qui permet chaque année aux fidèles de faire preuve de solidarité durant ce mois de partage, la campagne de don du sang dans les mosquées. L'objectif est de lutter contre la baisse prévue des donneurs et de permettre aux centres de transfusion de disposer d'un stock suffisant. À 3 semaines de la révélation du plan de paix israélo-palestinien, l'inquiétude est à son comble à Gaza et en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens craignent que ce plan élaboré par Washington n'écarte la solution à 2 États. Le chef du gouvernement s'est soumis aujourd'hui au grand oral devant les 2 chambres du Parlement. Saïd El-Hatmani a présenté le bilan de l'action gouvernementale à mi-mandat, 2 ans après avoir pris la tête de l'exécutif. Les nuits du Ramadan font battre le cœur des villes marocaines avec pas moins de 19 concerts à travers le réseau des instituts français. Le spectacle de la chanteuse capverdienne Elida Almeida était un grand moment de musique et de partage dans les jardins de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une tradition lors du mois sacré, le lancement d'une campagne de don du sang dans les mosquées. L'initiative permet aux fidèles de faire preuve de solidarité au sein même de ces lieux de culte qui drainent des foules de Marocains après la rupture du jeûne. L'objectif est de lutter contre la baisse prévue des donneurs lors de ce mois d'abstinence et de permettre aux centres de transfusion de disposer de poches de sang en quantité suffisante. Reportage Oussama Ofqir et Younes Nasseri, le récit est de Hind Ben Abnbi. Pour ces fidèles, la prière des Tarawih est synonyme de piété mais également de solidarité car ils n'ont que quelques mètres à parcourir pour pouvoir donner leur sang à l'intérieur même de la mosquée L'Imen à Oujda. C'est une très bonne initiative qui doit se renouveler car les besoins sont constants. C'est un devoir religieux et civique. De nombreuses personnes ont besoin de ce sang. Une initiative qui entre dans le cadre de l'opération nationale de collecte de sang lancée à l'occasion du mois de Ramadan. Cette mosquée a reçu des donneurs durant 2 jours consécutifs. On prévoit de récolter 220 poches de sang en 2 jours et d'en récolter 1870 durant tout le mois de Ramadan à l'issue de la campagne de dons à Oujda. Dans le royaume, 96 mosquées participent à cette campagne en plus des centres de transfusion, des banques de sang et des unités mobiles. Une forme de solidarité en ce mois sacré qui permet de sauver des vies. Et le mois de Ramadan cette année est marqué par des températures au-dessus de la normale. Une vague de chaleur touche plusieurs villes du royaume. La canicule qui met le corps à l'épreuve rend le jeûne bien plus difficile face à cette hausse du mercure qui risque de durer. Chacun y va de sa stratégie pour se rafraîchir. Exemple à Marrakech où le thermomètre a affiché aujourd'hui 40 degrés. Reportage Lahsen Houbani et Adil Bouskri sur un récit de Amina Benkhar. Une courte pause à l'ombre s'impose pour éviter le risque d'insolation. Ces travailleurs marrakechis en sont conscients. Particulièrement exposés à un soleil ardent, ils prennent doublement leurs précautions en ce mois de jeûne. C'est pénible de conduire toute la journée dans ces conditions. Je suis chauffeur de taxi et il fait aussi bien chaud dans la voiture qu'à l'extérieur. Il est impossible de travailler 8 heures par jour. Je travaille dans la construction et le bâtiment. Cette canicule m'oblige à m'arrêter de temps en temps en plein chantier. Mais pour beaucoup, concilier Ramadan, canicule et travail fait justement partie de l'épreuve du jeûne. Tout se passe bien, j'essaie de faire preuve de volonté et je considère que le jeûne doit être observé quelles que soient les conditions, tant qu'on est en bonne santé. Mais malgré les exigences du métier, l'activité est au ralenti pour les personnes amenées à travailler sous ce soleil de plomb, surtout à Marrakech où le mercure affiche plus de 40 degrés. Un ramadan sous haute tension au Sri Lanka où les musulmans représentent 10% de la population encore secouée par les attentats du 21 avril. Les autorités sri-lankaises sont sur le qui-vive. Le pays a bloqué ce lundi l'accès de Facebook, WhatsApp et plusieurs autres réseaux sociaux à la suite d'émeutes anti-musulmanes dans plusieurs villes. La police a précisé que le couvre-feu qui avait été imposé à Shillao, ville du nord-ouest et dans les alentours, avait été levé. Mais les réseaux sociaux ont été bloqués afin d'empêcher qu'ils soient utilisés pour attiser les tensions. Cette flambée de violence s'est produite alors que les églises de l'île ont pu de nouveau hier célébrer la messe pour la première fois depuis les attentats.
Le ministre saoudien de l'énergie annonce que des actes de sabotage ont été perpétrés contre 2 pétroliers saoudiens dans la zone économique exclusive des Émirats arabes unis au large des côtes de l'émirat de Fujairah, alors qu'ils étaient sur le point de pénétrer dans le golfe d'Arabie. Les Émirats arabes unis avaient annoncé hier que 4 navires commerciaux de diverses nationalités avaient été la cible d'actes de sabotage au large de Fujairah. Le ministre a précisé qu'il n'y avait pas de blessés ou de fuite de carburant à la suite de ces attaques, mais il a affirmé qu'elles ont provoqué des dégâts considérables aux structures des 2 navires. À environ 3 semaines de la révélation du plan de paix israélo-palestinien, l'inquiétude est à son comble à Gaza et en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens craignent que ce plan élaboré par Washington n'écarte la solution à 2 États, une crainte qui a également été exprimée par le directeur des opérations en Cisjordanie de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Il a aussi dénoncé au cours d'une conférence de presse la situation humanitaire désastreuse sur les territoires occupés. Amina Ben Khalq pour les développements. C'est l'une des frappes aériennes israéliennes qui ont visé au moins 260 cibles à Gaza. Des images qui datent d'il y a environ une semaine. Elles témoignent de l'escalade de violences survenues dans une zone dévastée par une crise économique et sociale. C'est en tout cas le constat dressé par le directeur des opérations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Une situation qui ne fait que s'enliser sur le terrain depuis la reconnaissance par les Américains d'Al-Quds comme capitale israélienne. C'est l'une des grandes préoccupations des Palestiniens qui se posent beaucoup de questions sur la place de ce statut d'Al-Quds dans le plan de paix de Washington. Car aujourd'hui, l'occupation des territoires palestiniens et l'expansion coloniale exercent beaucoup de pression sur les populations qui se voient démolir leurs maisons. Le plan de paix entre Israéliens et Palestiniens sera dévoilé d'ici fin Ramadan, mais le contenu de ce texte qui devrait permettre de parvenir à un accord ultime entre les 2 parties suscite plusieurs craintes. Il y a un volet politique bien évidemment, mais en tant qu'agence onusienne, nous serions extrêmement inquiets de voir le sort des réfugiés palestiniens écarté de ce plan. L'autre inquiétude est de voir l'administration américaine délaisser la solution à 2 États. C'est en tout cas ce que suggère le discours officiel de la Maison-Blanche depuis quelques semaines. Retour à l'actualité nationale avec cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, qui a reçu son homologue gambien Mamadou Tangara, porteur d'un message du président de la République de Gambie à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de cette rencontre, le chef de la diplomatie gambienne a indiqué avoir remis à Nasser Bourita un message du président gambien adressé au souverain dans lequel il demande le soutien du Maroc par rapport au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Et on écoute à ce propos le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara. La Gambie a une position qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous soutenons le Maroc sur les questions fondamentales comme la question du Sahara, la marocanité du Sahara. Notre position n'a jamais changé depuis les pertes de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc nous saluons aussi la présence effective du Maroc sur le plan continental au niveau de l'Union africaine et la politique très africaine de Sa Majesté le Roi. Et nous savons qu'il n'y a que des lendemains meilleurs qui s'augurent pour cette coopération avec la Gambie et avec l'Afrique, dont le Maroc fait partie intégrante. Je vous le disais en titre, le chef du gouvernement s'est soumis aujourd'hui au grand oral devant les 2 chambres du Parlement. Saïd El-Athmani a présenté le bilan de l'action gouvernementale à mi-mandat, 2 ans après avoir pris la tête de l'exécutif. Un bilan considéré comme positif par le chef du gouvernement. Saïd El-Athmani s'est exprimé cet après-midi devant les représentants des partis de la majorité, mais également face à des députés d'opposition qui restent sceptiques devant un bilan qu'ils considèrent insuffisant, notamment en matière sociale et économique. Reportage Abdelhamid El Morabit, Mustafa Saïdouni, le commentaire est de Hind Ben Abimpi.
Bon et honorable, c'est ainsi que Saad Eddine Al-Othmani qualifie le bilan d'étape de l'action gouvernementale qu'il a présenté aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement. Selon le chef du gouvernement, lors des 2 dernières années, l'exécutif a réalisé des chantiers, lancé des réformes et promulgué des législations attendues depuis plusieurs décennies à une cadence inégalée. Je suis reconnaissant au Parlement, au gouvernement et à ses membres qui ont participé à ce bilan que nous considérons comme étant positif et honorable, malgré le fait qu'il demeure des attentes sociales. Et nous promettons aux citoyens et aux citoyennes de travailler davantage pour répondre à leurs besoins. Le bilan dans son ensemble est très positif et il fait honneur à ce gouvernement et à cette majorité. Les données exposées par le chef du gouvernement dans son allocution devant le Parlement illustrent un ensemble de mesures qui ont déjà été réalisées ou qui sont en cours de réalisation. Du côté de l'opposition, les députés soulignent les difficultés qui subsistent, comme les déficits dans le secteur de la santé, la grève des enseignants contractuels ou encore le plafonnement des marges bénéficiaires des pétroliers. Ce bilan comporte des grands titres, des programmes et des grandes stratégies, mais on ne touche pas du doigt l'impact de ces politiques sur la vie des citoyens. Les Marocains vivent la réalité tous les jours, que ce soit en termes de chômage, de déficit ou de fermeture des usines. Le chef du gouvernement a indiqué que le bilan de l'action de l'exécutif sera examiné et discuté durant les 2 prochaines semaines au sein du Parlement et que des données chiffrées seront mises à la disposition de l'opinion publique pour permettre d'évaluer clairement les réalisations du gouvernement pendant ce mi-mandat. Un mot à présent sur cette distinction, la prestigieuse distinction américaine, prix international de la Ellis Island Medal of Honor 2019 a été attribuée à Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est un phénomène qui revient chaque année sur le devant de la scène éducative, plus particulièrement lors du déroulement des épreuves du baccalauréat à l'approche des examens. Les directions provinciales de l'éducation nationale lancent des campagnes anti-triche. Exemple dans celle de Insba à Casablanca qui a organisé aujourd'hui une grande journée de sensibilisation animée par les élèves eux-mêmes. Reportage Saïd Mzizou, le récit est de Sami Halis. À l'approche des examens, les élèves de ce lycée de Insba s'associent aux enseignants pour lancer une journée de sensibilisation anti-triche. Objectif, reprendre confiance. Si l'élève ne dispose pas du niveau requis et suffisant pour être prêt le jour de l'examen et même avant, son résultat sera faible. En plus de nous dire que la fraude et la triche ne servent à rien, les enseignants nous ont appris à gérer notre stress. Depuis l'adoption de la loi anti-triche en 2016, le phénomène recule, mais l'an dernier, 2740 cas ont été enregistrés. Nous ne sommes pas là pour définir les sanctions anti-triche, mais pour développer de nouveaux comportements civiques auprès des élèves. La toile que vous voyez derrière moi illustre des élèves pendant l'action de fraude. Et comme une image, vaut mieux qu'un long discours, des ateliers d'art plastique ont été organisés pour mieux visualiser le tricheur en pleine action. Les élèves ont rivalisé de créativité. Parfois, un simple grain de sable peut venir enrayer une machine parfaitement huilée. Ce week-end, le grain de sable a pris la forme d'un jeune macaque qui a quelque peu semé la panique dans la ville de l'Hajb après avoir parcouru les rues de la ville. Ce primate emblématique du Moyen Atlas marocain apeuré a trouvé refuge sur le toit d'une maison. Il a finalement été abattu d'un coup de carabine par un chasseur qui risque une lourde amende pour avoir tué une espèce menacée d'extinction. Le singe magot, appelé également macaque de barbarie, figure sur la liste des espèces protégées par la législation nationale en vigueur au Maroc. Reportage Al-Adil Hmini et Sarah Jabri. Il était un peu plus de 16 heures jeudi dernier lorsque les habitants du quartier Oumnia à Al-Hajeb ont été surpris par un singe magot errant qui y a semé la panique. Sur des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, on aperçoit le primate sautillant par-dessus les toits avant de prendre la fuite. L'animal aurait tenté de pénétrer dans une maison avant que le propriétaire de celle-ci ne l'abat d'un coup de carabine.
Après 3 heures de course-poursuite, le singe a atterri sur la terrasse d'une maison et aurait peut-être tenté d'attaquer ses habitants. Le propriétaire a usé de son fusil de chasse pour se défendre et tuer l'animal. Entendu par la police, la personne en question risquerait une suspension du permis de chasse et une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 dirhams. Le singe magot ou macaque de barbarie étant une espèce menacée d'extinction. Face au danger, le Maroc avait d'ailleurs lancé un plan de sauvegarde et ratifié la Convention internationale sur le commerce de la faune et la flore. Donc, parallèlement à cette convention, il y a eu lieu la loi 2905, donc, qui interdit aussi le commerce du singe et toute espèce menacée. Aussi, il a classé le singe dans l'annexe numéro 1. Il y a aussi la convention, la CIUN, donc la Convention internationale sur la conservation de la nature, qui a classé le singe dans la liste rouge. Une enquête a été ouverte suite à cette affaire pour identifier la provenance exacte du primate et élucider s'il s'agit d'une affaire de braconnage et de commerce illégal des singes magots, qui seraient au total quelques 5 000 aujourd'hui dans la forêt du Moyen Atlas, contre 17 000 il y a 30 ans. On termine avec de la musique. Les nuits du Ramadan font battre le cœur des villes marocaines avec pas moins de 19 concerts à travers le réseau des instituts français jusqu'au 15 mai. Le spectacle de la chanteuse capverdienne Elida Almeida était un grand moment de musique et de partage dans les jardins de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Ses chansons racontent les conditions des jeunes filles au Cap-Vert et la difficulté d'un rude quotidien sur fond de mélodies douces amères. Pour ceux qui l'auront raté, l'artiste se produit demain soir à Agadir. Ce sont des images de Youssef El Ghazi commentées par Samia Halissi. Elida Almeida fait ses vocalises avant de monter sur scène et de retrouver son public casablancais. C'est le producteur franco-capverdien José da Silva, à l'origine de la carrière de Cesaria Evora, qui découvre Elida Almeida. Il s'intéresse à son style, très différent de celui de son aîné, et très influencé par le funana et le batuquet. Ses textes chantent le quotidien difficile des jeunes filles capverdiennes. Je parle de la violence domestique, je parle des bagarres de la jeunesse, donc je parle un peu de tout, de la relation entre fils et mère et entre frères. Donc c'est ça que j'essaie de faire jusqu'à aujourd'hui. Après un premier concert le 9 à Tétouan et ce week-end à Casablanca et Rabat, Elida Almeida se produit demain à Agadir dans le cadre du Festival des Nuits du Ramadan. Les nuits du Ramadan, c'est l'occasion de se retrouver en extérieur. On en profite, il fait beau à cette saison, et d'ouvrir très largement les portes à une musique qui nous vient d'ailleurs ou qui nous vient du Maroc, mais qui est une musique de partage, une musique de fête. Au Cap-Vert, son premier succès, Consigi, Je réussirai, fait figure d'hymne d'espoir et de liberté. Un succès qui lui vaudra 1,5 million de vues sur les réseaux sociaux et une tournée en Europe et aux États-Unis. À 26 ans, Elida Almeida est la digne héritière de la diva aux pieds nus. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cette vague de chaleur qui touche plusieurs villes du royaume. À Marrakech, le thermomètre a affiché 40 degrés aujourd'hui. Le mois de Ramadan cette année est marqué par des températures au-dessus de la normale. La canicule qui met le corps à l'épreuve rend le jeûne bien plus difficile face à cette hausse du mercure qui risque de durer. On l'a vu dans le reportage, chacun y va de sa stratégie pour se rafraîchir. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Salah Dil Romari aux alentours de minuit 25. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.